Franck Simon, je suis membre du pôle de compétitivité SIM. Je vous ferai une rapide présentation de ce pôle. Au sein du pôle, je suis responsable de la thématique procédés, matériaux et ingénierie de surface, qu'on appelle IPMS. Et j'ai une seconde casquette qui est l'animation sur la région d'initiative 3D Métal. Je co-anime ce groupe avec Jean-Jacques Blandin de Grenoble-Vérité, laboratoire CIMAP. Alors, juste une consigne, si vous pouvez couper vos micros, parce qu'on est assez nombreux, donc ça va faire des interférences et ça prend de la bande passante. Et puis, bien sûr, couper vos caméras. Pour les questions, ce sera à la fin des présentations, sous forme de chat. Il y a un onglet où vous pouvez poser les questions. On se donne 1h15 environ. Si à l'issue des 1h15, on n'a pas répondu à toutes les questions, on fera en sorte quand même de vous répondre ultérieurement, soit sous forme de rappel téléphonique ou autre. Donc, je tenais tout d'abord à remercier déjà les participants de cet inscrit. Comme je vous l'ai dit, on est à peu près une petite quarantaine d'inscrits. Et puis, je voulais remercier les personnes qui ont co-organisé cet événement, ce webinaire. Donc, Madame Karine Lemaire d'EDF, Une rivière, un territoire. Maria Averianova de l'entreprise Aldup. Thibaut Fleury du CEA. Jean-Jacques Blandin donc, du laboratoire CIMAP. Et puis mon collègue Jean-Luc Duteil du pôle SIM. Alors, là, vous avez les logos des partenaires. Programme, donc la plupart l'ont reçu sous forme de flyer. Donc je vous présenterai le pôle et puis Initiative 3D, les grands thèmes. Jean-Jacques Blandin vous présentera les plateformes et puis fera également un focus sur la plateforme WAM. Puis Maria Averianova et Thibaut Fleury vous présenteront la plateforme Famergy. Et puis, à l'issue de ces présentations, donc, on aura un temps d'échange et de discussion avec les participants. Donc, le pôle de compétitivité SIM, il est né de la fusion de deux pôles en septembre 2019 de Montblanc Industrie et de Viameca. Donc, le but, c'est vraiment de créer un écosystème sur le manufacturing en région, sur les systèmes mécaniques intelligents, avec deux missions principales qui sont d'animer l'écosystème régional, notamment les industries qui sont dans les grappes territoriales. Nous, ce qu'on appelle grappes, c'est un pôle territorial comme à Mécabourg, qui a à peu près une quarantaine d'adhérents, comme Mécaloire, qui a à peu près aussi 50 adhérents, Villesta, Andromardèche. Et puis, on est en train de créer des grappes similaires, donc beaucoup plus connectées sur le terrain, sur la métropole de Grenoble, et puis sur Clermont-Ferrand, tout autour de Clermont-Ferrand. L'autre grand thème, notre grande mission, c'est de favoriser l'innovation de ces entreprises. Alors nous, c'est plutôt l'innovation collaborative, c'est-à-dire à minima un industriel et un académique, mais bien souvent c'est 2 à 3 industriels et puis 1 à 2 académiques. Si c'est une innovation plus mono-industriel, un seul industriel, souvent c'est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprise qui est sur ces actions-là. Donc on est complémentaires, nous on est plus sur le collaboratif et puis l'agence c'est plus sur l'accompagnement de l'industriel. Donc le pôle c'est 500 adhérents, à la fois industriels, laboratoires, centres techniques, tout compris. Donc, on a un gros pôle de compétitivité parce qu'on a une région industrielle. On couvre le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est la première région de sous-traitance de France. En termes d'ingénierie, c'est également la première région française. Donc là, vous avez une liste de quelques grands noms du pôle. On a à la fois des grands groupes, on a des ETI, et puis la plupart, ce sont quand même des PME mécaniciennes qui sont représentées sur le territoire. L'autre point fort du pôle, c'est le ressourcement scientifique, avec des bassins scientifiques en termes de ressources universitaires, écoles d'ingénieurs, de laboratoires qui sont très importants. Entre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, on a quand même un ressourcement scientifique en termes d'ingénierie qui est vraiment fort.
Donc voilà, c'est les marchés auxquels le pôle s'adresse, hein. On va retrouver l'énergie, c'est le terme d'aujourd'hui, marché traditionnel. Et puis on a également des marchés de diversification qui sont moins connectés en premier cercle à la mécanique, mais qu'on retrouve finalement assez vite dans nos projets, comme le médical, l'agroalimentaire, l'agriculture, etc. Donc là, je vais passer à la présentation d'Initiative 3D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau régional sur la fabrication additive métallique. À l'origine, il y avait le RAFAM, qui a 6 ans qui date d'il y a 6 ans, qui s'est transformé en Initiative 3D il y a 2 ans et demi maintenant, sous l'impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on a 100 équivalents temps plein qui travaillent sur le sujet de la fabrication additive métallique au niveau de la recherche. Ça représente 6 centres techniques. Alors, quand je dis centre technique, ça comprend également le CEA qui n'est pas un centre technique, mais 6 centres techniques et plateformes, comme le CETIM, le CTIPC, le CTIF sur la fonderie, les plateformes Manutech à Saint-Étienne et IDPro sur Givors, qui forment notamment aussi les BTS sur ces sujets, et puis le CEA à Grenoble. Et puis, en complément, on a les 6 écoles d'ingénieurs qui regroupent 8 laboratoires, donc l'ENISE à Saint-Étienne, l'EMINE à Saint-Étienne également, Grenoble INP, l'INSA à Lyon, Sigma à Clermont-Ferrand et puis l'ECAM à Lyon. Alors, ce qu'on propose dans Initiative 3D Metal, c'est une offre de services et des plateformes technologiques. On va les détailler un petit peu après, mais c'est pas non plus le but d'aller trop dans les détails de ces plateformes aujourd'hui. On a une feuille de route qui a été mise à jour il y a 2 ans. Donc là, c'est vraiment pour avoir une stratégie globale à l'échelle régionale. Ce qui est à noter, c'est que la feuille de route, elle est validée et elle est portée également par la région, donc par les pouvoirs politiques de la région. Et puis cette feuille de route, on la travaille en lien de plus en plus avec d'autres initiatives en France, comme ce qui se passe en région parisienne ou dans le Grand Est. Le but, c'est d'être complémentaire et du coup de ne pas faire des doublons, même à l'échelle nationale, puisqu'il y a une partie quand même des fonds sur ces plateformes qui viennent des pouvoirs publics, une grosse partie. Donc le but, c'est quand même d'être rationnel et de pas avoir trop de doublons sur ces sujets. Et puis enfin, le dernier axe, c'est un axe de formation, à la fois formation initiale et formation continue. Donc les plateformes qui sont présentes dans Initiative 3D. Le gros intérêt, c'est que ça recouvre toute la chaîne de valeur. On va partir de la conception, avec des laboratoires comme le GESCOP qui sont très présents sur ces sujets. L'élaboration de matière, avec le laboratoire Georges Friedel à l'école des mines de Saint-Étienne qui a de fortes compétences, accompagné après par d'autres laboratoires en région, hein, comme Mathéis à l'INSA de Lyon et le CIMAP à Grenoble. Et puis ensuite, les plateformes procédés où on va retrouver, c'est peut-être le point fort d'ailleurs d'Initiative 3D, c'est qu'on retrouve l'ensemble des procédés et des machines parmi les partenaires. Donc ça ne veut pas dire que tous les partenaires ont tous les procédés, mais on s'est organisé de telle façon à ce que les procédés présents sur la fabrication additive métallique soient visibles et disponibles en région. Et enfin, les plateformes de parachèvement, notamment à l'ENISE à Saint-Étienne et caractérisation qui sont présentes un peu partout parmi les partenaires, que ce soit au CEA, que ce soit à Grenoble INP ou autres, au CETIM également. Donc l'articulation d'Initiative 3D, c'est les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure qui sont plutôt sur la gauche, que vous voyez là, donc la stratégie scientifique, avec des échelles TRL sur les projets qui vont monter jusqu'à 4. Donc là, c'est à la fois des plateformes qui sont présentes, mais aussi des ressourcements scientifiques, des travaux sous forme de projets ANR ou des packs ambition recherche de la région. Et puis, ces groupements scientifiques sont en lien avec des groupes filières industriels que nous sommes en train de créer. Donc là, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, le groupe filière énergie. Et l'idée, c'est vraiment que les industriels expriment les besoins auprès des scientifiques
et que les verrous exprimés, les problèmes qui sont envisagés, eh ben, on puisse y répondre avec l'ensemble des partenaires scientifiques et centres techniques qui sont présents sur votre gauche. Donc là, après, sur la droite, les verrous associés, on peut il y a tout un dispositif en région pour pouvoir répondre, en tout cas aider les industriels pour pouvoir lever ces verrous. Ça peut être des projets boosters, ça peut être des plans industrie du futur de la région. Et puis après, à l'échelle plus nationale, on a des PSPC également. Juste pour info, il y a un PSPC région qui va sortir à la fin de l'été, là, début de l'automne. Alors là, je vous ai mis les groupes filières industriels. On les a identifiés ainsi parce que ce sont des marchés qui sont très présents en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui regroupent une activité industrielle forte. Donc, on va retrouver l'aéronautique avec le CEA qui est plutôt comme référent sur ces sujets. Donc, à chaque fois, chaque groupe industriel, c'est un coportage pôle CIM et puis un centre technique ou le CEA qui n'est pas un centre technique mais qui a des activités proches. Pour le groupe aéronautique, donc on va retrouver les projets Almes qui est plus dédié à l'aluminium et puis le projet Aeroprint qui est un gros projet dédié titane et aluminium en région avec un fort soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe outillage avec un coportage avec IPC donc sur Oyonnax. Le groupe Luxe avec un coportage avec le CETIM. Là, on s'appuie également sur une filière Carnot qui est dédiée au luxe en région. Un groupe machine qui va se créer donc là avec Adobe, avec 3D Systems, avec PCI sur Saint-Étienne, avec Inetix également, qui est une entreprise qui est assez récente mais qui développe une autre technologie. Et puis des groupes médicaux avec le CETIM en coporteur. Donc là, on organise un webinaire un peu comme aujourd'hui. Ce sera le 22 septembre 2020. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail pour que je vous inscrive. Là, on ouvre un petit peu la part au céramique, qui est un matériau qui est comme très, très adapté pour les activités liées au médical, à la fois le dentaire, le rachis ou les prothèses orthopédiques. Et puis donc, on va retrouver le groupe énergie avec le CEA et ADUP comme partenaires qui co-animent ce groupe. Et donc là, c'est la première réunion aujourd'hui. Au départ, on voulait le faire sous forme de workshop au mois d'avril. Et puis la crise sanitaire nous a fait changer de méthode. Et donc, d'où la création de ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà pour l'entrée en matière. Sachant que pour le volet formation, donc... il y a un gros ressourcement au niveau formation initiale avec les étudiants, à la fois en BTS niveau Bac+2, mais également au niveau ingénieur, donc les Bac+5 avec les écoles d'ingénieurs qui sont présentes parmi Initiative 3D. Et puis au niveau des entreprises, vous pouvez vous adresser à Initiative 3D pour avoir des formations continues, notamment avec le CETIM, avec IPC, avec les CEA. Et puis, ça peut être également un panel complet avec Initiative 3D, où on a déjà réalisé des formations à la carte sous format 2 ou 3 jours, où chaque entité amène ses compétences pour les industriels. Donc voilà, je vous fais un rappel, là, les contacts pour Initiative 3D. Vous recevrez les présentations sous format PDF, et puis donc les partenaires. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Blandin, qui va vous faire un focus des plateformes et puis un focus sur le WAM. Je vous remercie. À toi, Jean-Jacques. Oui, donc bonjour. Donc moi je suis Jean-Jacques Blandin, je suis animateur scientifique là, du réseau Initiative 3D. Et donc je vais juste passer en revue rapidement les différentes plateformes technologiques, donc les 9 plateformes dont a parlé Franck. Et puis je ferai également un petit focus sur les activités actuelles et à venir au niveau du réseau Initiative 3D sur le procédé WAM.
Donc, si on commence par les plateformes technologiques, donc, comme le disait Franck, ces plateformes couvrent toute la chaîne de valeur. Donc, on a 2 plateformes amont sur conception matériaux, 5 plateformes procédés et 2 plateformes aval. Donc, si on commence par les plateformes amont, donc il y a une première plateforme autour des moyens de conception, donc pour aider au design de pièces pour la fabrication additive, donc notamment au travers de partage de logiciels, notamment de logiciels d'optimisation topologique, et puis aussi des logiciels d'aide à la fabrication, je dirais, donc à la fois en termes de CAO, FAO, de simulation du comportement des matériaux, voire éventuellement d'aide au déplacement au niveau robot. Donc ça, c'est une activité qui est pas mal portée par le laboratoire GESCOP au niveau Grenoble. Au niveau matière, donc sur la... Si tu prends... Voilà. Donc il y a des moyens aussi d'élaboration de matière, alors notamment sur le site stéphanois et également un peu le site lyonnais. Donc là, pour être en capacité de faire, alors bien sûr des petites quantités de matière sur mesure ou dédiées à la fabrication additive, donc avec la capacité à élaborer des lingots et puis à partir de là de produire des fils ou de produire des poudres avec une tour d'atomisation donc sur Saint-Étienne et une petite tour d'atomisation sur Lyon pour faire un petit peu des matériaux sur mesure, sachant qu'à Saint-Étienne, ça a aussi une capacité éventuellement à sphéroïdiser, à rendre plus sphériques des poudres qui initialement ne le seraient pas suffisamment pour les technologies lit de poudre par exemple. Au niveau des plateformes aval, donc pas mal de moyens de parachèvement, là aussi avec une activité assez forte au niveau Saint-Étienne, donc des moyens d'usinage, des moyens de traitement thermique, qui là sont répartis chez pas mal de partenaires, et puis des moyens de finition des surfaces, alors à la fois de surfaces, je dirais, extérieures, avec des moyens de tribofinition, de polissage, de grenaillage ultrasonore, de sablage, etc. Mais également des moyens de finition de surface, je dirais, interne, par exemple de canaux, avec des techniques comme l'abrasive flow machining. Ou des techniques adaptées, par exemple, aux structures treillis, qui sont parfois difficiles à obtenir, pour lesquelles les technologies de finition ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre. Alors, des moyens de caractérisation, donc là, on s'appuie sur notamment tous les moyens de caractérisation des propriétés. Donc, il y a beaucoup de machines d'essais mécaniques, traction, compression, fatigue, avec la possibilité d'aller regarder comment se déforme le matériau de manière assez locale, donc avec pas mal de corrélations d'images. Des bancs de corrosion, des choses sur les moyens de caractériser les propriétés des poudres. Par exemple l'écoulement des poudres pour voir si elles peuvent être bien adaptées aux technologies lit de poudre. Tous les moyens de caractérisation structurale, donc beaucoup de microscopie, des rayons X, de la calorimétrie, et puis de l'imagerie de défaut, avec là encore une force un peu particulière dans le réseau qui est un plateau tomographique, alors notamment entre Lyon, Grenoble et puis aussi Saint-Étienne, avec beaucoup de moyens de caractérisation 3D. Alors je vous ai mis un petit exemple en bas, à la fois d'imagerie de structures treillis et puis d'identification de défauts au sein de la matière, donc de porosité par exemple, après fabrication. Alors si on passe sur les plateformes procédées, donc il y en a 5, donc il y a une grosse plateforme autour de la technologie laser, donc SLM ou LBM, laser beam melting, donc là où on a de la fusion, c'est du lit de poudre et c'est de la fusion, donc il y a une dizaine de machines parmi les différents partenaires, machines de constructeurs variés. Alors c'est là où on va retrouver notamment les moyens qui sont sur la plateforme Hub Famergy, donc qui sera détaillé plus tard. Alors je vous ai mis juste un exemple d'une originalité offerte par cette plateforme. C'est la technologie qui est développée à Saint-Étienne sur la plateforme Manutech, où les gens associent à la fois un laser traditionnel de fabrication et un laser femtoseconde de finition. Donc là où on arrive à avoir en pièces brutes des rugosités améliorées
par rapport à ce que l'on a en LBM traditionnel. Donc, c'est ce que veulent représenter là les deux petites figures que vous avez en bas. À gauche, vous avez une rugosité où on voit des petits points rouges, là, typiques d'une rugosité obtenue par LBM traditionnel. Et puis, en utilisant la technologie femto, on arrive à avoir des rugosités améliorées. Donc là, il y a une dizaine de machines. Sur la deuxième technique, donc toujours lit de poudre, mais cette fois-ci avec une autre technologie de fusion, donc fusion par faisceau d'électrons. Donc là, il y a 3 machines. C'est le principal pôle EBM en France. Hein. Donc là, je vous ai mis un exemple d'utilisation dans le domaine de l'énergie. C'est l'élaboration de cuivre qui pose des difficultés en laser, compte tenu de la réflectivité du cuivre au laser. Donc un moyen de contourner cette difficulté, c'est d'utiliser le faisceau d'électrons. Donc vous avez à gauche une visu des grains, de la matière. Donc on voit qu'on a un matériau dense, hein, avec des propriétés tout à fait intéressantes en termes de mécanique et en termes de propriétés électriques. Et puis 2 petits exemples. Donc un exemple de réalisation à droite d'un petit four qui a été réalisé donc en cuivre par EBM avec une structure un peu treillie, structure architecturée. Hein. Et puis un exemple de pièces pour le marché des équipements électriques, avec une réflexion aujourd'hui, notamment dans le cadre de travaux avec Schneider, d'optimisation fonctionnelle de cette structure. Autre procédé, donc c'est tout ce qui est dépôt, donc DMD. Donc là, on est toujours sur des poudres qu'on vient déposer avec une fusion laser. Donc là, il y a 2 machines, une à Lyon et puis une à Saint-Étienne. Et puis, dans le même esprit, alors même si pour le moment on le distingue, hein, c'est la plateforme WAM. Donc là, on est toujours sur du dépôt, mais cette fois-ci, fil. Et puis avec une fusion qui est arc. Je la détaillerai tout à l'heure, donc là, je passe rapidement dessus. C'est celle-là sur laquelle je ferai un petit focus. Et puis, dernier type de procédé, c'est les procédés là où on n'a plus de fusion, mais on a 2 étapes. Donc, une étape où on va fabriquer une préforme, suivie d'une étape de fritage. On a appelé ça une plateforme des technologies indirectes, assistées fritage. Donc, ça peut travailler initialement avec des poudres, ça peut travailler initialement avec des fils. Et puis, on va venir à un moment donné faire cette préforme, en général passer par une étape de déliantage et puis ensuite friter pour obtenir une pièce dense. Donc là, il y a pas mal de techniques qui sont disponibles sur la plateforme. Donc il y a tout ce qui est metal binder jetting, notamment au CETIM, que ce soit à Cluse ou à Saint-Étienne, et puis différentes machines au niveau des différents partenaires. Et puis on s'appuie sur une expertise quand même forte parmi les partenaires de tout ce qui est fritage, modélisation du fritage, connaissance du fritage et par exemple dilatométrie pour voir comment peuvent se comporter les poudres concernées. Voilà. Donc comme le disait Franck, ça représente plus de 20 machines et plus de 100 équivalents temps plein, donc ce qui fait quand même un réseau relativement unique au niveau français. Vas-y, Franck. Alors, si maintenant, on fait un petit focus donc, sur le procédé WAM. Donc, le procédé WAM, c'est un procédé de fabrication additive par dépôt successif de cordons de soudure, hein, par arc, soudure type MIG. Alors, j'ai mis ici quelques avantages et quelques limites. Alors, évidemment, ça dépend par rapport à quoi on se compare. Là, j'ai plutôt fait une comparaison par rapport aux technologies dites poudre, donc LBM ou EBM. Alors, au niveau avantage, le premier avantage, c'est en termes de dimension des pièces qui peuvent être obtenues. Donc, on n'est pas contraint par les chambres que l'on a dans les machines LBM ou dans les machines EBM. Donc là, on peut avoir des pièces de grande dimension. Un deuxième avantage, il porte notamment sur la vitesse de dépôt. On a des vitesses de construction qui sont 5 à 10 fois plus importantes que ce que l'on peut avoir en LBM ou en EBM. Et puis, on n'a pas de gestion des poudres à gérer. Donc, quelque part, en termes de problématique HSE, on est dans quelque chose de plus simple à gérer. En termes de limites,
on a des libertés de design, là encore par rapport aux technologies de l'output, qui sont significativement moindres. Et puis une précision dimensionnelle également moins bonne. Donc qui nécessite en général une reprise des pièces après fabrication. Alors au niveau des paramètres process, alors j'en ai mis quelques-uns ici. Il y a notamment la vitesse d'amener du fil, qui va être quelque chose d'important, en conjonction avec la vitesse de déplacement de la torche. Donc on voit bien que la gestion de ces deux paramètres va impacter l'énergie qui va être apportée à la pièce en cours de construction. Un autre aspect important, c'est la température du substrat, donc la présence ou non de plateaux chauffants qui vont modifier les fuites thermiques et donc la thermique au sein de la pièce. Et puis également, par exemple, le débit de gaz protecteur lors de la fabrication pour limiter, par exemple, l'introduction de gaz ou la réaction ou la réactivité du bain liquide avec le milieu environnant. Si tu avances. Donc voilà la technologie qui est présente au sein du réseau, donc aujourd'hui sur une plateforme grenobloise. Donc c'est la technologie CMT, alors qui est assez classique en fabrication additive. Alors la spécificité de la technologie CMT, c'est qu'en fait on ne dépose pas véritablement un cordon, on dépose plutôt une succession de gouttes. C'est-à-dire qu'on a un mouvement d'aller et retour de la buse qui permet de mieux contrôler l'apport énergétique et donc d'avoir une énergie mieux contrôlée lors de l'élaboration. Donc cette énergie moindre, c'est pour ça qu'on appelle ça cold, métal transfert. Donc les machines CMT en général qu'on va retrouver sur les différents sites français, c'est souvent une machine Fronius, donc c'est ce qu'on a effectivement dans le cadre du réseau, avec donc un robot, donc là c'est un robot 6 axes Yaskawa, donc c'est une machine qui est rentrée dans le réseau en 2017, donc qui est instrumentée, avec une caméra thermique, avec une caméra rapide, bientôt avec un scanner haute résolution, et puis qui est également équipé d'un plateau chauffant, pouvant monter jusqu'à 400 degrés. Donc au sein du réseau Initiative 3D, il y a un groupe de travail autour de cette technologie WAM, notamment avec nos collègues stéphanois, mais de manière plus large avec différents partenaires du réseau. Alors j'ai mis ici un petit peu la stratégie au niveau des axes R&D autour de cette technologie. Donc il y a quelque part des actions sur les données d'entrée, donc autour de moyens de simulation du cordon, de simulation de la thermique qui va être présente durant la construction. À partir de ces données d'entrée, eh bien on va proposer une gestion des trajectoires, donc des stratégies de dépôt, et puis, in fine, on va aller contrôler la pertinence de ces stratégies en allant regarder les géométries. Est-ce qu'on a fait finalement la géométrie que l'on souhaitait initialement? Et puis, est-ce que d'un point de vue propriété, d'un point de vue santé-matière, on a effectivement des choses qui répondent au cahier des charges? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a essentiellement travaillé sur des alliages d'aluminium au niveau WAM. Alors, si on passe en revue alors c'est vraiment quelques exemples, c'est juste pour illustrer un petit peu le propos sur ces quatre axes. Donc, d'abord, simulation du cordon. Donc, je vous ai mis un exemple ici de simulation de l'effet de la température du substrat sur la forme des cordons. Donc, on voit que si on modifie la température du plateau, donc là, on a des plateaux à 100 degrés, 200 degrés, 300 degrés, 400 degrés, évidemment, on modifie de manière significative la thermique. Et donc, on va modifier la tenue mécanique, je dirais, du cordon pendant la fabrication, et donc, in fine, sa géométrie. De la même manière, ça va nécessiter une bonne connaissance donc, de la simulation de la thermique, et celle-ci va également nous aider à essayer de prédire des zones qui pourraient être particulièrement sensibles dans un non-respect, par exemple, des géométries initialement souhaitées. Donc, vous avez quelques petits exemples. Alors là, peut-être un petit peu exagéré, mais on a voulu regarder si la simulation permettait de prévoir, de prédire
ces zones défectueuses. Une fois qu'on a optimisé donc les stratégies de fabrication, eh bien, on va aller regarder d'un point de vue du respect des géométries. Alors, je vous ai mis deux petits exemples ici. Un exemple où on modifie la thermique de la construction en acceptant des temps d'attente, par exemple, entre cordons. Donc, on laisse le temps aux matériaux de se refroidir, finalement, avant de redéposer un cordon. Donc, vous avez un exemple là, sur l'image de gauche où on n'a pas fait cette attente. Donc on a déposé rapidement, mais où on a eu une évolution de l'épaisseur du cordon en cours de fabrication. Et puis à droite, au contraire, on a accepté d'attendre entre les dépôts, et là où on a une meilleure maîtrise de l'épaisseur de la pièce en cours de fabrication. Et puis en bas, donc c'est plutôt là des problématiques liées à des géométries déportées, c'est-à-dire dès lors qu'on souhaite faire par exemple des murs inclinés, eh bien ça va poser effectivement des problématiques spécifiques en termes de gestion et d'optimisation des trajectoires, et ça va être à peu près la même chose dès lors qu'on va être dans des situations où on a des singularités géométriques, par exemple des changements assez brusques de section au sein des pièces. Et puis donc dernier aspect, c'est l'aspect santé, matière et propriété. Donc, on va aller caractériser donc, les propriétés, notamment mécaniques, des pièces formées. Et puis, on va aller regarder les microstructures produites. Alors, notamment en termes d'éventuels gradients de ces microstructures au sein des pièces. Il peut y avoir des gradients entre la partie basse et une partie haute, par exemple, la thermique n'étant pas exactement la même. Et puis, on va aller regarder le taux de défaut, notamment les porosités. Alors vous avez à gauche l'observation des grains, donc de la microstructure, en microscopie à balayage. Donc chaque couleur correspond à un grain avec une orientation particulière. Et puis à droite, vous avez un petit film là qui illustre la présence de porosité au sein de la pièce, imagée par tomographie X. Alors la porosité, par exemple, c'est une vraie problématique au niveau aluminium, compte tenu de la capacité à absorber de l'hydrogène pendant la fabrication. Et donc cette capacité à minimiser, d'abord à observer et puis ensuite à minimiser ce taux de porosité est une problématique aiguë dans le cas de certains alliages d'aluminium. Bon. Alors les collaborations industrielles régionales, on en a mentionné deux ici. Donc la première, c'est dans le cadre d'une chaire qui est commune entre Grenoble INP et General Electric sur la possibilité de réaliser donc, des pales de turbines par WAM. Et puis, donc là où on met en pratique un peu les illustrations que je viens de présenter. Et puis un deuxième exemple, donc là c'est dans le cadre d'un projet régional avec la société Caterpillar, où on essaye de fonctionnaliser une pièce obtenue par WAM, donc en essayant d'intégrer des capteurs en cours de fabrication pour typiquement, alors dans ce cas particulier, essayer d'obtenir un crochet de levage avec des capteurs pour suivre les sollicitations mécaniques de la pièce durant sa vie. Je crois que j'ai encore un voilà. Donc encore un dernier transparent. Donc si on se projette un petit peu dans le futur de cette technologie WAM et plus généralement des technologies fil. Donc sur le WAM en 2021, il y a un second équipement qui va être acheté, qui sera sur Saint-Étienne. Donc on a travaillé en amont autour de la complémentarité de ces deux équipements, alors notamment autour de l'échelle TRL. Donc l'équipement qui est aujourd'hui sur Grenoble sera plutôt un équipement vraiment tourné au niveau R&D, donc pour développer des paramétries, pour optimiser des trajectoires, pour optimiser une santé matière au niveau des matériaux produits. Et puis sur Saint-Étienne, on sera plus sur un équipement destiné à fabriquer des pièces plus complexes, à étudier tout ce qui est réparabilité et puis usinabilité des pièces formées.
Donc là, on est sur un équipement où on a obtenu un soutien fort au niveau investissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis j'ai mentionné aussi qu'en amont de ça, on a aussi des possibilités de produire, si nécessaire, des fils sur mesure avec des compositions adaptées. Et puis, dernier élément, il y a également une réflexion autour du développement au sein du réseau d'autres technologies fils, donc pas seulement avec une fusion arc, mais également avec des fusions éventuellement laser, voire faisceaux d'électrons. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Donc, voilà en gros les deux choses sur lesquelles je voulais un petit peu insister, à la fois l'étendue des plateformes. Donc, on a vraiment quand même un panel de moyens assez important, d'un point de vue relativement sans équivalent au niveau français. Et puis, donc, ce petit focus sur le WAM. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Jacques. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Famergy par Maria et Thibaut. Oui, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Oui, tu prends la main Thibaut du coup? Oui. Si ça te va, hein, Franck. Très bien, oui. Parfait. Plus facile. Pendant que tu fais ça, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On y répondra à l'issue de la présentation de Famergy. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Bon. Oui, donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. On est ravis avec Maria de pouvoir saisir cette opportunité de présenter notre offre Famergy. D'abord, peut-être quelques mots rapidement sur la position et le rôle du CEA et ensuite d'Adobe. Donc le CEA, c'est un centre de recherche et développement. On a un site qui est très important sur Grenoble. On a à peu près 4500 personnes sur Grenoble. Et ça s'insère parfaitement dans tout cet écosystème lié à la fabrication additive, dont le métal, qui a été mentionné auparavant. Donc tout ça, c'est très cohérent. La mission, en 2 mots, du CEA, c'est de développer des briques technologiques. Alors une fois qu'on les a développées, c'est très bien. L'idée, c'est surtout de pouvoir les diffuser auprès des industriels pour qu'ils puissent exploiter ces connaissances nouvelles. Donc ça, c'est vraiment notre mission. Et dans la roadmap générale du CEA, on retrouve bien évidemment la fabrication additive, dont la fabrication additive métallique. Alors, pour mener des programmes de R&D, on dispose d'une plateforme d'à peu près 1400 mètres carrés, dans laquelle on va retrouver toutes les activités autour de la formulation des matériaux, la métallurgie des poudres, la fabrication additive et tout ce qu'il y a en amont et en aval. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous présenter. On a à peu près une 50aine de chercheurs et de techniciens. Et notre positionnement, c'est qu'on ne va pas développer des nouvelles technologies de fabrication additive. On préfère plutôt monter des partenariats un peu stratégiques avec des OEM, donc avec des équipementiers, et c'est le cas avec Adobe. Donc on va l'expliquer pourquoi, mais c'est vraiment notre approche, parce que tout simplement on estime que ces équipementiers sont, plus rapides, plus pertinents que nous pour pouvoir se concentrer sur les technologies. Ce que vous avez en bas, c'est la chaîne de la valeur. Et c'est ce qu'on adresse également avec cet écosystème, cette initiative Famergy. On essaie d'être présent sur toute la chaîne, du design jusqu'au contrôle. D'accord ? Et on va passer par le matériau, on va passer par le procédé de fabrication additive, par les étapes de post-traitement également, de nettoyage, voire amélioration de l'aspect de surface. C'est quelque chose qui est important également quand on parle de fabrication additive métallique. Et la partie contrôle, donc caractérisation avancée pour vérifier tout simplement que les pièces en sortie de fabrication ont la bonne santé matière. D'accord ? Et dans ce positionnement, on a choisi avec Adobe d'avoir un partenariat un peu privilégié et d'animer ensemble un écosystème, un hub, une plateforme, on va dire, autour de la fabrication additive métal et plus particulièrement autour de la technologie d'Adobe, qui est le laser beam melting, dédié aux applications de l'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle on est présent avec Maria pour vous présenter cette initiative. Je passe au slide suivant et je vais laisser la main à Maria.
Voilà, très bien. Merci Thibaut. Donc, en effet, Adobe, donc n'hésite pas de recliquer. Voilà, merci. Une très belle entreprise de l'innovation qui a été fondée en 2016. Donc, on n'a que 4 ans. Nous sommes une joint venture et nous appartenons à 50% au groupe FIV et à 50% au groupe Michelin. Donc, en effet, l'objectif d'Adobe, c'est de proposer des solutions industrielles pour la fabrication additive métallique via 2 technologies, donc fusion laser sur lait de poudre, mais également 2ED ou rechargement par laser, donc ce qu'on peut voir sur l'écran. Reclique encore un petit bout, s'il te plaît, pour voir d'autres pièces. Voilà, merci. Donc, étant fabricant des machines, donc on est présent en tant que fabricant des machines sur ces 2 technologies-là, mais on est également fabricant de pièces. Donc, on a une division pièces avec plus de 30 machines différentes avec ces 2 technologies-là. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas prétendre qu'on sait faire des machines si on ne sait pas faire des pièces. Donc, ça paraît logique. On est ISO 9001. Et concernant 2D et laser sur lit de poudre, peut-être vous connaissez déjà, peut-être non. 2D est une technologie qui est beaucoup utilisée pour la réparation, notamment ce qui concerne le secteur de l'énergie, la réparation des pales de turbines et autres. Également pour rajouter des fonctions sur les pièces existantes. Il y a beaucoup d'applications dans le domaine de l'oil and gas. On rajoute notamment sur le tube et après on va chercher les ressources qui sont très profondes. Et également, on peut fabriquer la pièce directement. Nous, on utilise beaucoup la technologie duo. Ça veut dire qu'on utilise aussi bien 2D que fusion laser sur lit de poudre pour fabriquer une pièce avec les avantages de 2 technologies. Et concernant la fusion laser sur lit de poudre, c'est indiscutable qu'il y a plusieurs applications intéressantes, notamment au niveau des réacteurs échangeurs. Et nous avons parlé un peu plus loin avec Thibaut pour vous illustrer un peu plus. Mais il y a la multitude de pièces au niveau des roues à aube. On peut travailler aussi sur les modèles après pour les roues Francis et autres. Et il y a aussi les différents connecteurs. Et il y a d'autres belles choses qu'on peut faire ensemble. Donc, en effet, maintenant, si on passe sur le slide suivant, et là, je repasse la parole à Thibaut, qui va parler pourquoi on a quand même décidé de créer Famergy et qu'est-ce qu'on vise comme objectif. Merci Maria. Alors en effet, c'est une initiative commune, donc on n'est pas en JV avec Adobe. Par contre, on a un partenariat un peu privilégié. Et l'ambition première de Famergy, c'était de bâtir un écosystème de partenaires industriels qui vont apporter les cas applicatifs, mais également des fabricants de pièces, des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs de technologies, ce qu'on appelle les techno-providers, notamment par exemple pour le dépoudrage, le nettoyage des pièces, ce genre de choses. On a choisi la technologie de fusion laser sur lit de poudre parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était quand même assez pertinente pour les applications énergie. Alors effectivement, on peut être limité par la taille, mais par contre en termes de finesse, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'applicatifs qui étaient adressables par la technologie. Alors quand on parle d'énergie, parce que c'est vraiment le périmètre qu'on vise avec Famergy, l'énergie c'est relativement large. En 2 mots, on parle de production, on parle de stockage, de transport, de conversion. Donc, vous voyez, le périmètre est quand même relativement large. Et maintenant, quel est le but de cette initiative ou qu'est-ce qu'on souhaite apporter à notre réseau de partenaires? C'est tout d'abord d'aller assez vite dans la validation des nouveaux concepts et des nouveaux designs. D'accord? Donc, tout simplement pour faire des démonstrateurs assez rapidement pour qu'on puisse valider l'intérêt d'un design et de la technologie pour un applicatif donné. On peut aller un peu plus loin d'un point de vue R&D, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer aux matériaux. On peut mettre sous contrôle le procédé pour mettre au point, mettre en forme des nouveaux matériaux. Et ça, c'est pas une mince affaire, mais en tout cas, avec le savoir-faire du CEA, on est capable d'aller assez loin dans cette thématique-là. Et avec Adobe sur l'aspect mise en forme, le duo est assez pertinent, je trouve, pour pouvoir mettre au point des nouveaux matériaux. Créer des nouvelles topologies, très bien, et si vous voulez, essayer de libérer les verrous d'un point de vue manufacturing dans une recherche de performance, de réduction de lead time, voire de réduction de coûts, bien évidemment. Et puis, le dernier point, tout simplement, c'est de mettre en commun le savoir-faire, les compétences de Adobe
et le CEA pour servir notre réseau de partenaires industriels. D'accord ? Donc, c'est vraiment notre, voilà, en quelques mots, les messages clés de l'ambition de cette initiative Famergy. Et comme l'a dit Maria, on va vous expliquer un peu plus dans le détail déjà nos compétences et on va illustrer avec quelques exemples et je parlerai un petit peu plus loin des modes de collaboration qu'on peut mettre en place. Donc là, je vais au slide suivant et je laisse la main à Maria. Merci Thibaut. Donc en effet, proof de concept. Donc je pense que vous êtes familiarisé avec ce terme qui est très utilisé actuellement. Donc on est organisé pour vous aider justement pour réaliser ces proof de concept et d'aller un peu plus loin d'un point de vue bien sûr R&D et d'un point de vue compréhension. Et on est également organisé quand vous avez des besoins fonctionnels de votre produit. Et vous êtes prêt aussi à sortir, si je peux me permettre, de la boîte et de nous laisser vous guider en commençant par le design, où on peut en effet faire le co-design avec vous, mais on peut faire aussi l'optimisation topologique, bien évidemment gardant en tête votre prix cible, parce qu'en tant qu'industriel, nous savons pertinemment ce que c'est. Ensuite, on peut en effet faire tout le travail au niveau du matériau et au niveau de la poudre, parce que ce qu'on utilise dans notre procédé. Et là, le CEA en équipement, c'est vrai le mot extraordinaire, hein, où on peut vraiment regarder dans tous les détails les différentes propriétés, aussi bien physiques que morphologiques et autres de la poudre. On a également une composante très forte au niveau du procédé. Et là, on a l'aide de nos experts chez Adobe, parce que via le soft Adobe Manager, vous avez accès aux différents paramètres. Là, c'était notre objectif pour pouvoir pousser la technologie encore plus loin par rapport, encore une fois, aux besoins fonctionnels et d'autres de vos produits finaux. Bien évidemment, on a toujours le passage nécessaire par la caractérisation des différentes éprouvettes, où on est également organisé et on est très complémentaire entre les moyens, on va dire, de base, très accessibles chez Adobe et également les moyens beaucoup plus performants et beaucoup plus spécifiques quand on va chercher des choses beaucoup plus spécifiques au niveau de BSD et autres chez CEA. Un point important est fait toujours sur au niveau des post-traitements, parce que là, il y a quand même tout ce qui est lié avec les traitements thermiques, d'un côté pour relâcher vos contraintes résiduelles qui sont toujours présentes suite au gradient thermique, au changement de phase, etc. Donc ça, il y a ce focus-là, mais il y a également d'autres traitements thermiques qu'il faut des fois développer, voire adapter en fonction de votre matériau utilisé. Et aussi tout ce qui est lié au niveau de traitement de surface, parce qu'en effet, il y a toujours cette rugosité de surface, donc on l'avait vu auparavant aussi, et il y a les différentes techniques, et ces techniques sont plus ou moins appropriées par rapport à vos besoins, et donc ça c'est quelque chose qu'on apporte aussi en termes d'expertise via notre plateforme Famergy. Et au final, bien sûr, on a aussi un certain nombre de bancs de tests, notamment au CEA, qu'on met au profit des industriels pour pouvoir derrière tester votre pièce optimisée avec tous les avantages qu'apporte la fabrication additive métallique. Donc là, sur le slide, vous avez aussi l'exemple de quelques pièces qui ont été déjà réalisées, qui ont toutes une valeur supérieure à ce qu'on peut avoir par rapport au procédé traditionnel. Donc là, on vous propose de passer sur le slide suivant, où il y a justement le principe de notre collaboration, le principe de fonctionnement, et je redonne la parole à Thibaut. Alors, le mode de collaboration qu'on propose, donc par défaut, se veut agile. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et le point d'entrée, cette fois-ci, c'est l'identification de vos problématiques. Donc ça, c'est vraiment le sujet principal, c'est de comprendre vos cas applicatifs, vos besoins et repartir de la fonction pour voir comment améliorer propriété, et comment répondre au mieux à vos problématiques en partant de la fonction. Donc ça, c'est vraiment la première brique. Une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir vous proposer un accompagnement spécifique, un accompagnement R&D que le CEA et Adobe vont pouvoir exécuter pour ensuite vous partager les résultats.
En termes d'applicatifs, donc comme on l'a dit, l'initiative se veut tourner vers les applicatifs de l'énergie. Le spectre est relativement large. On va vous donner quelques exemples un petit peu plus loin. Donc c'est large en termes d'applications et donc c'est large en termes de matériaux également. Donc c'est pour ça que vraiment l'identification de votre besoin est clé, parce que derrière on va pouvoir choisir le bon matériau et approprier, j'ai envie de dire, adapter le programme pour répondre au mieux à votre problématique. Maintenant, en termes de parcours, j'ai envie de dire, on va partir des matériaux de votre problématique jusqu'à la POC, jusqu'au démonstrateur, en passant par la mise sous contrôle, bien évidemment, des paramètres process, donc du procédé de fabrication, et de la caractérisation. Donc, je rappelle, mais c'est très important, on va vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. D'accord ? C'est souvent un peu frustrant, mais c'est comme ça. Une pièce qui sort d'une machine est rarement fonctionnelle. D'accord ? Donc, il faut être quand même relativement fin en amont sur le design, sur le matériau, et ensuite en aval sur toute la partie post-traitement, finition et caractérisation. La force, je pense, de notre initiative, c'est de vous accompagner jusqu'à l'industrialisation. Donc là, après, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre business model. C'est un choix industriel, du make or buy, mais en tout cas, on peut vous accompagner sur cette réflexion-là, une fois qu'on a validé l'intérêt du process avec cette technologie. Maintenant, donc, en termes de format, j'ai envie de dire, de collaboration, on a l'habitude au CEA ou même avec Adobe de travailler, j'ai envie de dire, en mode tripartite, c'est-à-dire qu'on va fermer la porte pour des raisons de confidentialité. Donc ça, c'est une force au CEA, je pense. On a l'habitude de travailler dans ce mode de fonctionnement-là, à la demande de nos partenaires industriels, d'accord ? Donc on peut, encore une fois, fermer la porte et travailler en mode un petit peu secret, voilà, sur votre problématique et vous accompagner de A à Z. Et là, on va pouvoir vous proposer une sorte de package, donc d'offres packagées avec des formations, avec le choix des matériaux, la réalisation d'un POC, la tech éco, enfin bref, toutes les briques qui sont, j'ai envie de dire, un peu essentielles pour évaluer et valider la performance de la techno pour un cas applicatif donné. Ce qu'on propose également de travailler, et ça c'est vraiment important dans le cadre de notre initiative, c'est de travailler en mode collaboratif. Donc là, on va essayer de mettre autour de la table différents industriels qui vont partager des besoins, des problématiques, et qui vont apporter, ou qui vont avoir des besoins, on va dire, complémentaires. Donc, bien évidemment, on va mettre autour de la table des acteurs qui ne sont pas concurrents. Donc, ça, c'est un petit peu la base, mais j'insiste quand même. Et typiquement, le type de schéma qu'on peut mettre en place, c'est qu'on va avoir un end-user, c'est-à-dire un donneur d'ordre, voire l'utilisateur final de la pièce. Donc, c'est cette société, c'est cette entité, j'ai envie de dire, qui va apporter le besoin et qui va valider l'intérêt du besoin. Donc ça, c'est un peu le point de départ. On va pouvoir compléter, j'ai envie de dire, ce mini-écosystème avec des fabricants de pièces, c'est-à-dire que des gens qui vont pouvoir à la fin travailler et fabriquer des pièces pour le donneur d'ordre, pour l'utilisateur final. On va pouvoir également faire intervenir dans cet écosystème-là, dans ce programme R&D collaboratif, des technologies providers. J'avais mentionné tout à l'heure des problématiques autour de l'aspect de surface, autour du nettoyage des pièces. On a identifié, on a dans notre pool, j'ai envie de dire, de partenaires, des sociétés qui sont très compétentes dans ce domaine-là et qui ont montré un intérêt assez fort pour participer à ce type d'écosystème. Et puis, on a également l'aspect matériaux. On peut travailler avec des matériaux qu'on connaît bien pour des histoires de coût ou de rapidité, d'accord. On peut travailler également avec des alliages un petit peu sophistiqués parce que le cas applicatif le demande pour des tenues mécaniques, des tenues en température, ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est typiquement un écosystème qu'on peut mettre en place pour répondre à un besoin particulier. Et bien évidemment, le rôle du CEA et d'Adobe dans tout ça, c'est de travailler main dans la main pour apporter le savoir-faire en recherche et développement, en HSE également pour tout l'aspect sécurité, etc. Et bien sûr, l'expertise en fabrication additive et la mise sous contrôle du procédé. Donc voilà le type de collaboration qu'on peut mettre en place. Le message clé, encore une fois, c'est que c'est un mode qui se veut agile, on veut aller vite, on veut mutualiser les coûts pour que ça soit moins cher pour les différents partenaires pour participer à ce type de programme. Donc c'est vraiment les messages clés et notre ambition. Et tout ça est adaptable en fonction du besoin et du budget qu'on va pouvoir mettre en place. Donc voilà pour les messages clés sur notre manière de collaborer.
Et là, si vous êtes d'accord, on va passer à quelques exemples qu'on a sélectionnés avec Maria pour des applicatifs énergie. Donc, je garde un petit peu la main sur les batteries et Maria va pouvoir compléter. On a des départements applicatifs au CEA et l'avantage de ces départements applicatifs, c'est qu'ils vont pouvoir nous aider aussi à identifier des besoins applicatifs et ça, on les valide avec les industriels. Donc parmi les besoins qu'on a identifiés, il y avait les batteries et ce que le laser beam emitting, la fusion laser solide poudre peut apporter, c'est la réduction du poids. On utilise moins de matière, on va réduire le volume, ce qui est plutôt important tout ça pour des applicatifs embarqués notamment, et on va pouvoir travailler sur des réductions de coûts. On va pouvoir travailler sur le design pour pouvoir apporter et intégrer des nouvelles fonctions. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé. On peut être amené à faire, petite parenthèse, on peut être amené à faire des pièces un peu équivalent en termes de design avec les procédés industriels. L'intérêt, il est bien évidemment limité, mais on peut trouver un intérêt en réduction de lead time, en réduction de coûts, et puis tout simplement pour optimiser, j'ai envie de dire, la chaîne logistique quand il s'agit de faire des pièces de rechange à la demande, ce genre de choses. Donc on sait qu'il y a un intérêt pour ça. Nous, on veut bien évidemment aller plus loin et travailler sur les designs, et ça c'est quelque chose qui est clé pour les cas applicatifs qu'on a identifiés. Donc intégration de fonctions, réduction de l'assemblage pour faciliter tout simplement après l'intégration des pièces dans un système un peu plus important, et l'amélioration des performances. C'est notre ambition qu'on peut atteindre grâce au design, et c'est le cas pour les batteries. Alors pour revenir, ça c'était plutôt générique, mais pour revenir sur les batteries, on peut travailler sur le management thermique. Et un des exemples, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est important de le mentionner, c'est l'aspect busbar. Donc toutes les pièces, j'ai envie de dire, qui vont pouvoir qui vont être utilisées pour les applications ou pour les pièces dans le système qui vont voir un courant assez fort. D'accord ? Donc les busbars en font partie. On parle pour les batteries, mais on parle également de busbars pour la partie conversion d'énergie. Et là, vous avez quelques exemples sur le slide au milieu, là, les deux photos du CEA Tech sur des busbars optimisés. Donc on va pouvoir intégrer des fonctions de dissipation thermique, d'échange thermique au niveau des busbars. Donc ça, c'est un exemple dans les batteries sur lesquelles on peut être amené à travailler. Maintenant, dans les présentations précédentes, on a parlé d'exemples sur l'intégration de capteurs. Et ben, quand on parle donc, de la fabrication additive générale, mais c'est vrai également pour le laser beam emitting, la fusion laser de poudre, on va pouvoir revoir le design pour prévoir l'intégration de capteurs, alors température, courant ou autre, d'accord, pour pouvoir monitorer, donc monitorer au plus près le système, la pièce, et donc apporter des fonctions de maintenance avancée ou tout simplement d'amélioration de la sécurité. Donc c'est autant de fonctions et de liberté de design qu'on peut adresser, et on trouvait que l'exemple des batteries dans le domaine de l'énergie était un bon exemple. Alors je ne sais pas si Maria, tu veux rajouter 2-3 mots par rapport à ça. Non, je suis tout à fait en face avec toi. Je regarde l'heure. Hein. Je pense sur le slide. Au dernier slide. Oui, il faut qu'on ait du temps pour les questions encore. Hein, donc, voilà, tout à fait. Accélérer, là. Il nous reste un slide, et donc je laisse la main à Marie. Voilà, c'est vraiment en quelques mots, pour ne pas aussi vous trop déranger, parce que quand on est trop dans le domaine, on a envie trop de parler, donc on devient bavard, peu importe l'âge. En fait, ce qu'il faut aussi savoir que les réacteurs et les échangeurs, c'est aussi une application très importante, et nous avons trouvé avec Thibaut qu'elle était très parlante. Donc, il faut savoir qu'au niveau des réacteurs, on peut imaginer, grâce à la modification, notamment de design, qu'on ne peut pas faire autrement que via la fabrication additive, on peut imaginer de modifier les vitesses de réaction chimique et des fois même d'accélérer les vitesses, et puis de faire tout ça sous un petit volume. Parce que là, pour le coup, la technologie présente un intérêt important, parce qu'on est capable de réaliser les petites pièces. Mais c'est pas que pour les mini-réacteurs, mais c'est également pour les petits réacteurs. Et ça, c'est aussi l'une des applications qui est très intéressante. Au niveau de notre échangeur, donc ce que vous voyez l'exemple, donc c'est notre projet qui est réalisé sur la machine Adobe qui est au CEA. Donc c'est justement un des exemples de notre collaboration entre Adobe et CEA. On est parti d'un design, ce que vous pouvez voir en haut, qui est tout à fait traditionnel. Par contre, il y avait quand même un certain nombre de besoins, notamment voir est-ce qu'on peut améliorer les performances.
est-ce qu'on peut rendre cette pièce plus compacte, moins massive, et est-ce qu'elle sera un peu plus efficace en termes de la réaction, en termes de la méthanation? Et la réponse est oui. Et donc là, on a refait le design, on a utilisé quand même les avantages de la technologie pour retravailler les dimensions au niveau des canons internes, pour retravailler aussi les parois de ces canons pour les rendre beaucoup plus fins, et également pour réaliser quelque chose assez rapidement, parce qu'une fois vous avez votre CAO qui est prêt, derrière vous allez sur la machine et assez rapidement vous avez déjà votre prototype que derrière vous pouvez tester sur le banc de test. Également, on avait regardé pour les différents capteurs, et ça aussi, c'est quelque chose qui propose la technologie. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait bien vous dire avec Thibaut, c'est qu'en effet, il y a plusieurs applications déjà industrielles. Par contre, pour certaines, il y a encore un certain pas au niveau de la R&D, d'où notre plateforme, et nous serons ravis avec tous les différents moyens et également toutes les compétences humaines que nous avons au sein d'Adobe et au sein du CEA de mettre ça au profit de vos besoins. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et nous vous remercions pour votre attention. Merci Thibaut et Maria pour cette présentation. Je vais juste préciser, au-delà du CEA et Adobe, je voulais quand même remettre en avant l'ensemble des compétences d'initiative 3D sur les partenariats au niveau aide et puis plateforme présente. Donc ça va au-delà du CEA et Adobe. J'espère que vous l'avez tous compris ce matin. Oui, excuse-moi Franck, c'était juste pour terminer notre présentation à nous en fait. On va enchaîner avec les questions, du coup, ça concerne notamment pour toi Jean-Jacques, ça concerne le WAM. Donc plusieurs questions de monsieur Loïc Potel d'EDF. Les dimensions permises pour le WAM, les matériaux utilisés dans la chaire Hydrolike, notamment est-ce que ce sont des inox martensitique, les logiciels utilisés, PowerMill, et logiciels de simulation qui sont utilisés. Jean-Jacques? Oui. Alors, au niveau des dimensions, donc aujourd'hui, ça dépend un petit peu du plateau. Donc, nous, on a un plateau qui doit faire à peu près, je sais pas, 50 cm, 60, quelque chose comme ça. Mais ça, quelque part, c'est pas une contrainte très forte, parce qu'on pourrait imaginer d'avoir un plateau plus important. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas Frédéric Vignard du laboratoire GESCOP, parce que c'est lui qui est quand même qui pilote un petit peu ces actions-là. Au niveau matériaux, donc comme je le disais, on a travaillé beaucoup sur des alliages d'aluminium, et on commence à travailler sur des aciers. Et puis, alors au niveau des logiciels utilisés, là justement, je pense qu'il faudra qu'on se mette en contact avec Frédéric. Oui, on fera une réponse. Oui, il n'y a pas de souci. Par écrit. Une question de monsieur Sylvain Guyot d'EDF. Est-ce que la chaire Hydrolike est ouverte à d'autres entreprises? Alors, à ma connaissance, non. Par contre, dès lors que c'est des travaux qui sont menés dans une chaire, ils sont publics. Mais la chaire, elle existe. Alors, la chaire, en fait, elle n'est pas centrée sur les aspects de fabrication additive. Hein. Elle est centrée plutôt sur des aspects hydrauliques. Donc, en fait, elle concerne au niveau Grenoble INP beaucoup les gens qui regardent les écoulements. Mais il y a une composante, effectivement, fabrication additive. Mais donc, à ma connaissance, pour moi, la chaire, elle est essentiellement entre General Electric et puis Grenoble INP. Par contre, les travaux qui y sont menés sont publics. D'accord. Merci. Toujours monsieur Sylvain Guyot. Pour toi, Thibaut, est-ce que Famergy est transposable pour des projets avec la techno WAM? Alors aujourd'hui, la priorité, c'est de travailler autour de la fusion laser lead-poudre. Donc on a bâti cet écosystème autour de cette technologie-là. Donc la réponse est dans un premier temps, non, effectivement, on ne compte pas intégrer d'autres technologies de fabrication additive. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà il y a beaucoup de choses à faire par technologie. On comprend l'intérêt d'avoir différentes technos. Nous-mêmes au CEA, dans la plateforme, on a différentes technologies, donc on voit bien l'intérêt d'adresser ces différentes technologies. C'est que également, d'un point de vue coût,
d'adhésion pour les membres de l'écosystème, le fait d'avoir plusieurs technologies faisait mathématiquement augmenter le coût. Donc on s'est dit, commençons avec cette technologie qui nous paraît tout à fait prometteuse et adaptée, alors pour certains cas applicatifs bien sûr, et c'est la raison pour laquelle pour l'instant la plateforme n'est pas ouverte à d'autres technologies. D'accord, merci Thibaut. Je vois pas d'autres questions là qui apparaissent. On tient le timing du coup. S'il y a d'autres questions, on va les prendre en compte. Quoi qu'il en soit, je voulais vous rappeler que nous allons vous envoyer l'ensemble des présentations à toutes les personnes qui ont été inscrites. On reviendra sans doute sous forme de mail vers chaque entité pour avoir déjà un premier retour sur ce webinaire et puis aller un peu plus loin sur l'expression de vos besoins en termes notamment vis-à-vis de tous les sujets de fabrication d'additifs métalliques. Encore une fois, je voulais vous remercier, l'ensemble des participants à ce webinaire, d'être présents ce matin, et puis remercier à nouveau EDF, Une Rivière, un Territoire, l'entreprise ADOP, le CEA, donc Jean-Jacques Blandin de Grenoble INP, laboratoire CIMAP, et puis mon collègue Jean-Luc Duteil qui a également mouillé la chemise pour inviter les industriels du bassin grenoblois notamment. Voilà. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en finir là. Donc moi je reviens vers vous rapidement pour vous envoyer l'ensemble des présentations et puis on se met en ordre de marche pour la suite. Ce qu'on envisage, si la crise sanitaire le permet, c'est d'avoir un format workshop d'ici la fin d'année 2020. Donc sans doute situé sur Grenoble. Donc pour poursuivre les sujets qu'on vous a déjà présentés ce matin et puis aller plus loin sur cette thématique et sur les besoins des industriels. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite de passer une bonne journée et puis un bon week-end, un week-end prolongé pour ceux qui ont fait le pont. À bientôt. Merci à toi, Franck. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.